Donc moi je vais vous présenter un petit sujet donc, sur l'obésité, la nutrition et la santé orale et l'intérêt de son évaluation dans la prise en charge de l'obésité, donc que ce soit une prise en charge conventionnelle ou pour une chirurgie bariatrique. À savoir qu'il existe un lien tout particulier entre la mauvaise santé orale et l'obésité, donc à savoir qu'une mauvaise santé orale peut entraîner ou aggraver un surpoids ou une obésité, et qu'une obésité, par le biais des comportements alimentaires, des troubles du comportement alimentaire ou des comorbidités, donc en particulier reflux gastro-œsophagien, syndrome d'apnée du sommeil et diabète de type 2, peut entraîner un mauvais état dentaire. Donc depuis 2009, l'HAS recommande quand même l'évaluation de la santé orale des patients, en particulier candidats pour une chirurgie bariatrique, recommandation peu ou pas du tout appliquée. Et donc par manque d'outils et de connaissances aussi, il faut le dire. Donc les principaux facteurs de risque bucco-dentaire liés à l'obésité, donc bien évidemment le risque carieux avec les consommations sucrées, le risque d'érosion dentaire, donc troubles de comportement alimentaire type vomissement, reflux gastro-œsophagien sinon, ou les consommations acides de boissons acides en particulier. Le risque parodontal, donc là c'est le seul vrai risque directement lié à l'obésité. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Vergès, je crois, la graisse abdominale donc, entraîne un contexte inflammatoire permanent qui va agir en fait sur les tissus de soutien de la dent, donc l'os, la gencive, et donc créer des mobilités, des choses comme ça. Voilà, et risque renforcé chez les patients diabétiques. Voilà, le deuxième, donc on peut avoir des situations comme ça. Le dernier point, l'exérostomie, donc c'est l'absence de salivation ou la diminution de la salivation due aux médicaments que le patient peut avoir ou chez les gens qui sont appareillés pour syndrome d'apnée du sommeil. Donc c'est pas un risque réel, mais par contre il va augmenter la survenue des trois autres risques. Donc tous ces risques combinés peuvent conduire à la perte des dents et donc à modifier le régime alimentaire. Il faut savoir qu'en dessous de 25 dents naturelles, tout le monde est susceptible de modifier son alimentation et de l'adapter un peu à son handicap. En général, on s'oriente vers des choses plus faciles à mastiquer qui sont également plus grasses, plus sucrées, donc plus caloriques. Donc la mastication, qu'est-ce que c'est ? C'est la première phase de la digestion. Ah, la vidéo ne marche pas. Non ? Bon, bah tant pis, pas de vidéo. Donc ça permet de dégrader mécaniquement et chimiquement les aliments. Donc mécaniquement parce qu'on va venir les écraser entre les arcades et les réduire. Chimiquement parce qu'on va les mélanger à la salive qui contient les premières enzymes nécessaires à la digestion. Et qui va permettre aussi de former un bol cohésif facilement déglutissable et assimilable après par l'organisme. Ça va permettre, quand elle est correctement et suffisamment longtemps pratiquée, de stimuler la sensation de satiété et de la prolonger dans le temps, ce qui va permettre aussi de diminuer la ration alimentaire. Il faut aussi savoir que l'analyse énergétique des aliments qui rentrent dans l'organisme se fait par le biais aussi de petits capteurs qui se trouvent sur la langue, le palais et les joues. Donc à chaque fois qu'on mastique, en fait, on met en contact les aliments avec ça et ça permet d'affiner l'analyse. Et donc le cerveau va aussi déclencher la sensation de satiété quand il estime qu'il y a suffisamment d'énergie rentrée dans l'organisme pour faire fonctionner. Donc ça revêt une importance particulière dans la prise en charge de l'obésité et en particulier pour la chirurgie bariatrique, qui sont quand même majoritairement des chirurgies de type restrictive, et donc éviter un certain nombre de complications, notamment tout ce qui va être par le biais de la réduction des aliments, stase alimentaire, bouchons, donc éviter que le patient se fasse vomir ou des fois des réinterventions en urgence quand il y a vraiment quelque chose de bloqué et que ça passe pas. D'éviter donc de biaiser la chirurgie en dilatant un peu la poche et en forçant sur les sutures, éviter les risques d'éclatement aussi, et aussi comme ça laisse des mauvais souvenirs, donc éviter que le patient modifie son régime alimentaire et se réoriente à nouveau vers des choses qui passent tout debout, qui sont donc toujours plus grasses et plus sucrées. En préparant la digestion aussi, ça va éviter ou diminuer le phénomène de reflux gastro-œsophagien et limiter ou éviter les phénomènes de malabsorption, malnutrition et de carence. Maintenant, on connaissait pas trop bien et on connaît toujours pas très bien les besoins en soins des patients obèses. Donc on a mené une petite étude dans le service de nutrition clinique de Clermont-Ferrand, donc du CHU. Donc pour les patients qui venaient consulter lors de l'hôpital de jour pour une prise en charge de leur obésité, donc conventionnelle ou chirurgicale,
On a relevé donc les données habituelles, âge, taille, poids, profession, les besoins en soins ressentis par les patients, les raisons principales de non-suivi. On a cherché à déterminer aussi la qualité de vie en fonction de la santé orale, donc c'est un petit test psychologique. En gros, on demande aux patients si au cours des 3 derniers mois, leurs dents ou leur santé orale leur a empêché, les empêcher d'aller au restaurant parce qu'ils se sentaient gênés, parce qu'ils n'arrivaient pas à manger correctement, des choses comme ça. Donc le thé entre copines, tout ça, tout ça. Au cours de l'examen clinique, on a également cherché à déterminer la capacité de mastication de ces patients, donc en utilisant 2 unités. La première, donc, c'est le coefficient de mastication, c'est celle qui est la plus connue des médecins en particulier. C'est une unité plutôt théorique et mathématique, qui est notamment utilisée par le service de santé des armées, qui donc on tient compte de toutes les dents, d'accord, antérieures comme postérieures, même si ce sont avec les dents postérieures qu'on mastique. Donc chaque dent est coefficientée en fonction de son rôle théorique dans la mastication. Quand une dent est absente de l'arcade, on retire son antagoniste du calcul. À la sortie, on additionne le tout. Chez les patients normodentés, on a normalement un coefficient de mastication entre 90 à 100%, suivant si on a les dents de sagesse ou pas. Ça va bien sûr de 0 à 100. Deuxième unité, donc les unités fonctionnelles, ça c'est plutôt utilisé par les dentistes. Donc c'est une unité qui est plus pratique, voilà, donc c'est dans toutes les études sur la mastication faites par les dentistes. Donc on n'utilise que les dents postérieures avec un petit papier d'occlusion, donc c'est un petit papier type papier carbone, on fait mordre le patient dessus, quand il y a un contact, il y a une petite marque qui s'imprime. Donc on n'utilise que les dents postérieures et on va relever en fait toutes les dents mandibulaires postérieures, prémolaires et molaires portant une petite marque. Chaque dent marquée en fait va rentrer dans la constitution d'une unité fonctionnelle. On en a 4 à 5 de chaque côté, toujours pareil, suivant si on a nos dents de sagesse, donc 8 à 10 en tout chez quelqu'un de normodenté. Voilà, donc au final, 90 patients ont été examinés, dont 3/4 de femmes d'âge moyen 44 ans, avec une IMC moyenne morbide, enfin dans la catégorie obésité morbide, pardon. Donc au moins la moitié des patients étaient avec des faibles, étaient dans les catégories socio-professionnelles à faible revenu. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Donc on a relevé une certaine incohérence entre l'auto-évaluation des besoins de soins et les besoins de soins réels, à savoir que 95% des patients qui pensaient ne pas avoir besoin de soins avaient en fait au minimum besoin d'un détartrage, donc un assainissement, on va dire, de la cavité buccale. Donc ils s'ignoraient là-dessus. Donc sur les besoins de soins réels, donc effectivement 77% des patients avaient des problèmes parodontaux, donc besoin de détartrage ou d'assainissement plus profond avec des foyers infectieux. Traitement des édentements pour 48% d'entre eux et de symptomatologie carieuse ou conservatrice pour 45% d'entre eux. Ouais. Je tiens à attirer votre attention donc, sur le chiffre des 18% de besoin en avulsion et traitement des infections. Ça peut paraître peu, mais ça veut quand même dire que près d'un patient sur 5 avait un foyer infectieux latent et était demandeur éventuellement de chirurgie. Donc c'est pas terrible non plus. Maintenant, sur ce qui est de la capacité de mastication, le nombre moyen des unités fonctionnelles était de 6,3, ce qui veut dire à peu près qu'il manque 5 dents en moyenne chez les patients, donc qui tombent sous le seuil des moins de 25 dents naturelles, donc qui sont tous susceptibles de modifier leur alimentation. Maintenant, on a voulu replacer ces patients et savoir à quel moment il fallait agir pour reconstituer et réhabiliter prothétiquement la mastication. Donc chez nous, il existe 3 grands types de thérapeutiques. Donc les thérapeutiques de prothèses amovibles. Donc le dentier, voilà, c'est pas confort mais pas cher. Deuxièmement, les thérapeutiques prothétiques fixées sur dents naturelles. Donc ça reste remboursé encore en partie par la Sécu. Par la Sécu, mais condition, c'est qu'il faut qu'il reste des dents naturelles sur lesquelles venir se fixer. Et troisièmement, thérapeutique implantaire, donc le nec plus ultra, pas besoin de dents, mais besoin d'argent, parce que là, c'est pas du tout remboursé par la Sécu. Donc autant dire que ça ne s'adresse quasiment pas à notre population. Donc on s'est basé sur une étude de 2011 de Véronique collaborateur, donc qui disait que en dessous
Au-dessus de 5 unités fonctionnelles, chez ces patients qui pouvaient prétendre essentiellement qu'à des prothétiques amovibles, il fallait réhabiliter qu'en dessous de 5 unités fonctionnelles, au-dessus de 5 unités fonctionnelles, en fait, les conseils de mastication, donc prendre son temps, en mettre moins sur la fourchette, poser la fourchette entre chaque bouchée, tout ça suffisait pour avoir une granulométrie suffisante et satisfaisante. Voilà. Et donc en dessous, donc ce qui représente 85% des patients étudiés, et qu'en dessous de 5 unités fonctionnelles, il fallait absolument réhabiliter au minimum par des prothèses amovibles pour avoir une mastication convaincante, dirons-nous. Voilà, donc ça veut dire à peu près 15% des patients qui allaient à peu près droit dans le mur, juste à cause de problèmes dentaires. Donc pour résumer, il faudrait essayer d'intégrer les dentistes dans les réseaux de soins pour déterminer et aider à déterminer les besoins de soins des patients. Donc en dessous de 5 unités fonctionnelles, réhabilitation prothétique obligatoire, au minimum par prothèse amovible, avec bien sûr conseil pour la mastication. Au-dessus de 5 unités fonctionnelles, ou de la prothèse fixée pour boucher les trous, on va dire, et conseil sur la mastication. Et bien sûr, essayer de prévenir et d'informer les patients. Voilà, je vous remercie. Merci.